Prenez de la hauteur en regardant C'est dans l'air sur France 5 avec TNCA, gérant d'épargne. Bonsoir à toutes et à tous. Nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux. Le cancer est une des grandes causes qui fédèrent. C'est en ces termes que le président Hollande vient de lancer le 3e plan cancer. De fait, cette maladie devenue quasi chronique fait 150 000 morts chaque année dans notre pays, alors que 350 000 nouveaux cas sont déclarés. Selon l'OMS, 30 à 40% des cancers seraient évitables, d'où l'importance en particulier de la lutte contre le tabagisme. C'est pourquoi nous avons intitulé cette émission Cancer, l'offensive anti-tabac, et voici les invités qui ont accepté de participer à ce C'est dans l'air en direct. François Goldwasser est chef du service de cancérologie à l'hôpital Cochin. Vous êtes professeur à l'université Paris-Descartes et présidez la fondation Martine Midi qui soutient patients et recherche. Céline Lisraoux est-elle directrice de Rose Magazine. Ce journal à succès est tiré à 200 000 exemplaires semestriels et a largement contribué au changement d'image de la maladie et de ses patientes. Martine Pérez est journaliste et médecin. Vous avez été rédactrice en chef de La Santé au Figaro et je rappelle votre livre Interdire le tabac, l'urgence, paru chez Odile Jacob. Enfin, François Mali est grand reporter au journal Le Point. Vous y suivez entre autres toutes les questions de santé. Et je rappelle votre récent livre noir de la chirurgie esthétique chez Calman Levy avec Jérôme Vincent. Peut-être une première question que doivent se poser un certain nombre de Français. À quoi ont servi les 2 premiers plans, Martine Pérez? Écoutez, d'abord, le premier plan a vraiment inscrit dans la politique de santé publique une lutte contre le tabac complètement individualisée par rapport aux différentes stratégies de santé. C'était très important pour les malades parce qu'ils avaient le sentiment qu'on s'intéressait vraiment à eux de manière individualisée. Et puis, l'autre raison, c'est qu'en fait, ça permettait aussi aux professionnels de santé de savoir qu'ils étaient stimulés, qu'ils étaient motivés, aux administrations qu'elles étaient investies. Vous savez, le cancer, c'est une maladie, mais c'est aussi une prise en charge. C'est quelque chose qui s'inscrit tout au long de la vie. Ça commence par la prévention, c'est-à-dire on s'intéresse déjà aux gens en bonne santé pour les empêcher de tomber malades. Et puis, on fait du dépistage, toujours pour les gens en bonne santé, pour essayer d'attraper la maladie le plus tôt possible. Ensuite, on fait du diagnostic, il faut que ça se fasse le plus tôt possible. Ensuite, les traitements, il faut que les gens aient accès le plus vite possible aux meilleurs traitements possibles. Il y a des inégalités en France, etc., etc. Ma question, c'est est-ce que c'est concret? Vous savez qu'on maintenant on a développé une assez grande méfiance vis-à-vis des annonces de nos responsables politiques. Est-ce qu'un plan cancer, je vous le dis autrement, alors je vais peut-être poser la question à François Goldwasser, est-ce qu'un plan cancer, ça sert à quelque chose? Voilà. Oui, je crois que vraiment... Et accessoirement, est-ce qu'on obtient des résultats? Vous l'aurez compris. Le premier plan cancer, par exemple, avait en particulier défini des critères de qualité des soins qui ont participé à réorganiser les soins et à, je dirais, éviter un certain n'importe quoi, en définissant des conditions d'organisation des soins, les réunions de concertation pluridisciplinaire, par exemple, en les rendant obligatoires alors qu'il y avait encore des pratiques de médecine solitaire. Donc oui, ça a quand même largement participé à diffuser des bonnes pratiques de soins et à faire disparaître des pratiques qui n'avaient pas lieu d'être. Donc on peut dire à nos téléspectateurs ce soir, quand vous entendez parler de plan cancer, vous entendez parler d'ambition qui aide à améliorer la lutte contre ces maladies, la guérison et la prévention. Oui, ça y participe largement. Ça y participe largement. Un petit mot. La consultation d'annonce qui a été organisée à l'occasion du premier cancer a été une formidable avancée pour les patients. Avant, on leur annonçait un diagnostic et puis après, dans un deuxième temps, 3 mois après, un traitement. Là, on fait tout dans le même temps. C'est quand même incroyable. Et puis, le premier plan cancer, on le sait, on va en reparler aujourd'hui, ça a été l'occasion, notamment pour Jacques Chirac, d'augmenter le tabac de 50%. Et bien, grâce à ça, il y a 1 800 000 personnes qui ont arrêté de fumer. Ça a été quand même un impact incroyable sur la santé des populations. Céline Lisraoux. Oui, alors j'allais reprendre l'exemple effectivement de l'annonce de la maladie, mais plus généralement, un plan cancer, c'est un plan interministériel. Ça veut dire qu'on voit le cancer comme un ensemble de facteurs, évidemment, de santé publique, c'est clair, mais aussi le ministère des droits de la femme a quelque chose à dire, le ministère de l'éducation nationale a quelque chose à dire, de la recherche a quelque chose à dire. C'est que dans ce plan, qui est un plan interministériel, on se rend compte de l'ampleur de la problématique du cancer qui ne se limite pas aujourd'hui à une simple problématique de santé. Est-ce que, si je vous demande si ça a contribué notamment à faire baisser un certain nombre de cancers ou à aider à prendre en charge la guérison de certains malades, on peut répondre à ce genre de questions, François Mali? Je vous parle des plans qui ont été engagés depuis maintenant un certain nombre d'années. En tout cas, une certitude, c'est le fait qu'effectivement les pratiques solitaires des médecins, ça a été fini. Avant, on soignait le cancer, on se repassait le patient comme ça, bon, c'était une maladie comme une autre, traitée comme les autres.
C'est évident que quand on a dit aux médecins, il faut vous regrouper les radiothérapeutes, les chirurgiens, les oncologues, pour traiter le cas d'un patient, ça change les choses. Puis il y a une prise de conscience des citoyens quand même, qui est importante. Ils voient bien qu'il y a une lutte qui a été initiée, qui continue, et puis ils le vivent dans leur vie quotidienne, par l'affichage, par l'augmentation des prix du tabac, on en parle tout le temps. Donc c'est très important qu'il y ait une prise de conscience, aussi bien du côté professionnel que du côté des usagers. Ce sont les deux choses. Alors ensuite, oui, il faut espérer que quand même le nombre de cancers baisse, si les gens arrêtent de fumer, boivent moins, voire même arrêtent de boire, oui. On va aborder ces questions dans quelques instants. Il y a un chiffre qui me surprend toujours, François Goldwasser, c'est celui, et cette idée même de dire que 30 à 40% des cancers pourraient être évités. Alors, est-ce que vous nous le confirmez ? Et deux, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce que pour le coup, c'est une idée à la fois enthousiasmante et qui choque. Les deux en même temps. Je crois que globalement, notre mode de vie s'est progressivement éloigné de ce pourquoi nous étions constitués à l'origine. Donc, nous sommes devenus très sédentaires. Notre alimentation s'est détériorée. Nous avons des habitudes. Le tabac, qui est un tiers des Français, fument. L'alcool, l'obésité. Et j'étais content de voir que dans ce plan cancer, elle est mentionnée en tant que facteurs de risque sur lesquels il faut absolument agir. Donc ça, c'est important. Donc effectivement, notre mode de vie s'est progressivement détérioré. Et je dirais que c'est le modèle de société qui est interpellé aussi au travers de l'augmentation des cas de cancer évitables. Mais ça veut dire qu'il n'y avait pas de cancer au XVIe siècle, au Moyen-Âge? Si, il y en avait. Il y en a. Voilà. Longtemps. Tout à fait. Mais ouais, alors la remarque est juste, mais elle ne suffit pas, si je puis dire. Voilà. Il y a quand même un doublement du nombre de cancers sur 30 ans qu'on ne peut pas expliquer simplement par un phénomène démographique, etc. Il y a vraiment une accélération de dérives de mode de vie qui sont facilitatrices. Alors après s'ajoute effectivement un effet démographique, c'est-à-dire que la meilleure façon d'avoir un cancer, c'est de vivre vieux, bien sûr. Ouais. Plus on vit, plus on a l'occasion de faire l'expérience de la maladie. Mais la très bonne nouvelle de l'allongement de la vie, qui jusqu'ici a été quasiment continue, s'accompagne aussi forcément, si je comprends bien, même mathématiquement ou statistiquement, d'une augmentation des cancers. Oui. Oui. Martine Pérez. Anne d'Autriche a eu un cancer du sein, ça, on le sait, il y a eu des livres, il y a même un colloque sur le cancer du sein qui s'appelle le colloque d'Anne d'Autriche. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a à peu près ciblé, c'est comme vous l'avez dit, c'est 40% de cancers évitables, 30% c'est le tabac, le poumon, la vessie, les voies aérodynamiques supérieures, 10% l'alcool, entre 3 et 8% les maladies professionnelles, les expositions professionnelles, le cancer de la peau, les cancers du cancer du col liés au papillomavirus et les cancers du foie liés à l'hépatite B. Donc ces 40%, ils existent vraiment. Et c'est vrai qu'on va y revenir après, mais le tabac joue un rôle majeur dans cette problématique. On va même y revenir tout de suite, puisque vous le voulez bien. Commençons donc par le tabac. Près de 200 morts par jour. 200 morts par jour. Le tabac tue en 2 semaines autant qu'en un an sur la route. Mais on cherche encore les radars anti-tabac. François Hollande espère, comme Nicolas Sarkozy d'ailleurs avant lui, faire passer le nombre de fumeurs de 30 à 20% dans la population. Nous avons d'ores et déjà les cigarettes les plus chères d'Europe continentale. Question alors, pourquoi la France a-t-elle tant de mal à arrêter de fumer? Reportage de Magali Lacrose et Grégory Roudier. Elle tue autant de fumeurs en 15 jours que les accidents de la route en une année. Malgré les menaces bien connues sur la santé, la cigarette est toujours en vogue en France, et particulièrement chez les jeunes. Alors c'est à eux que François Hollande adresse l'un des messages phares de son plan cancer. Un jeune qui entre dans le tabac, dans l'addiction au tabac, a, si je puis dire, une chance sur 2. Le mot chance est entre guillemets, de mourir avant 60 ans. Fumer à 17 ans, c'est prendre le risque de mourir avant 60 ans. Son objectif, passer de 30 à 20% de fumeurs d'ici 5 ans. Le dernier plan cancer le revendiquait déjà. Mais les fumeurs sont plus nombreux aujourd'hui, 33% de la population française, même si le prix des cigarettes est le plus élevé d'Europe. Alors il y a quelques mois, François Hollande a demandé un rapport
et les recommandations du professeur Vernant, un hématologue. Pour lui, les hausses du tabac ne changeront rien. Ce qu'il faudrait, c'est une augmentation radicale. Et c'est l'un des points essentiels du nouveau plan cancer. Si on doit augmenter les prix, il faut que cette augmentation soit relativement nette. Et le point très positif dans le plan, c'est que les hausses de prix seront dédiées à un fonds qui servira à la lutte contre le tabac, à la lutte contre le cancer, à la prévention, etc. Alors que jusqu'à maintenant, les hausses de prix allaient dans les caisses de l'État simplement, et voilà. L'accompagnement des fumeurs devra également être renforcé, avec notamment un meilleur remboursement des substituts à la nicotine. À la Pitié-Salpêtrière, les consultations en pneumologie se succèdent. Ce matin, bonjour madame. C'est une ancienne fumeuse qui a rendez-vous. Avant, vous fumiez combien là? Un paquet. Un paquet le matin à quelle heure? Dès le réveil, en fait. Avant le café? Avant le café. Ouais. Donc vous étiez accro de accro. Vous avez commencé à quel âge? 16-17 ans. Plus on commence tôt, plus on est accroché. Et maintenant, tous les fumeurs adultes qu'on voit, les jeunes adultes qu'on voit, ont beaucoup commencé à 14 et 15 ans. Et donc, ils sont accros de accro par rapport à ceux que je voyais il y a 30 ans, qui commençaient à fumer à 20 ans pour les filles, 18 ans pour les garçons, qui étaient beaucoup moins accrochés, beaucoup plus libres. Les jeunes sont plus sensibles aux addictions, mais peu réceptifs aux messages alarmants de prévention. Alors un renforcement des contrôles d'identité dans les tabacs devrait être mis en place d'ici la présentation du plan de Marisol Touraine contre le tabagisme avant l'été. On va aussi beaucoup revenir sur les raisons d'espérer dans cette émission parce qu'elles existent, ne serait-ce que parce que la science progresse et qu'on trouve des traitements